Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débat autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos hommes de médias, avec eux nous revenons sur les faits. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets. D'abord, au plan national, il sera question donc de la mort de 12 civils à la gendarmerie de Fada. Nous allons donc revenir sur ce sujet-là. Puis, second sujet, on reviendra sur la question de santé, de la pandémie du Covid-19 avec des chiffres toujours, mais des chiffres aussi qui donnent espoir quelque part. Et puis, troisième sujet, on va évoquer cette question affaire de Midandjinou et la Fédération des associations islamiques de Burkina. Nous revenons sur ce sujet-là qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et puis, enfin, dernier sujet politique, c'est le choix de Edi Komboïgo au CDP suite aux primaires. Nous en avons parlé la semaine dernière. Il a été donc désigné candidat pour le CDP à l'élection présidentielle de 2020. Nous allons discuter avec mes chroniqueurs qui sont sur ce plateau. Issaka Lengani est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Et merci Lengani d'être sur ce plateau. À ma droite, Évariste Faustin Konsebo. Faustin Konsebo est donc chroniqueur média. Il est le président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis, troisième invité, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait. Et puis, enfin, dernier invité, Maître Kielem de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche international des stratégies. Merci à vous tous d'être présents à ce débat et aussi au charmant public là qui nous suit tous les dimanches. Avec vous, nous allons donc parcourir ces différents sujets-là. Premier sujet, c'est un sujet assez, assez émouvant, à la fois assez révoltant, frustrant. Lengani, il s'agit de 12 civils qui ont été donc, on va dire, qui ont été trouvés morts selon les termes donc du procureur du Faso, qui dit que ce sont des personnes suspectées du fait de terrorisme, trouvées morts au cours de la nuit du 11 au 12, donc dans leur cellule où elles étaient détenues, c'est à la gendarmerie. Et ces personnes ont été donc arrêtées dans la localité de Tanwaldougou, c'est toujours dans l'Est, et malheureusement, à partir du 12, on a retrouvé des corps qui étaient déposés à la morgue, 12 corps en tout, ensanglantés dans des sachets. Lengani, alors on a vu des réactions. Le procureur dit que c'est des personnes donc, décédées dans la cellule, donc dans le cadre de la détention, mais il se trouve que les corps sont suffisamment ensanglantés dans les sachets qui les ont donc recouverts. Alors, réaction? Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de ces 12 personnes-là et de toutes les personnes décédées dans ces circonstances dramatiques, m'incliner aussi sur les victimes du terrorisme et dire que ce qui s'est passé à Fada n'est pas un phénomène nouveau dans le Burkina Faso nouveau. Mais ce coup-ci, il faut dire qu'on est allé trop loin du fait que la justice elle-même semble être un acteur des actes de violence gratuite sur les citoyens. Je le dis pourquoi. Le communiqué du procureur du Faso est extrêmement grave. Et aussi grave même, sinon plus, que les actes de ceux qui ont perpétré ces atrocités-là. Parce que de toute évidence, quand on voit les corps, et c'est pourquoi ils ont tout fait pour qu'on ne voit pas les corps, mais ils n'ont pas réussi, parce que les parents ont insisté pour voir les corps, ils ont voulu enterrer les gens nuitamment sans qu'on ne voit les corps. On a vu les corps et il est évident que ces gens ne sont pas morts dans des cellules. Et surtout, ils ne sont pas morts le même jour et dans les mêmes conditions. Ça, c'est évident. Et le procureur de Faso qui fait un communiqué tout à fait contre la réalité, c'est extrêmement grave. Oui, mais Lengani, qu'est-ce qui prouve quels sont les indices, ou peut-être liés peut-être au témoignage, qui indiquent que ces corps ne sont pas, ces personnes n'ont pas été tuées, soit dans les mêmes conditions, soit le même jour, ou encore moins qu'elles aient été tuées, ou elles soient mortes dans des cellules? Il y a non seulement les témoignages qui sont là, des gens qui vivent, qui sont là, mais en plus, il n'y a qu'à regarder les images qui nous sont parvenues à travers le net. C'est évident que ce ne sont pas des gens qui sont morts par étouffement. C'est une évidence de quoi. Ensuite, ce qui est vraiment très vexatoire dans ça, c'est que
Bon, vraiment, je suis vraiment... Oui, mais quand le procureur dit que ces personnes ont trouvé la mort... on ne fait pas d'autopsie? Ont trouvé la mort dans les cellules. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ces personnes sont mortes dans les cellules, mais pas par quelles conditions elles sont mortes? Le procureur ne le dit pas. Mais justement, puisqu'il y a doute, pourquoi enterrer les morts sans faire d'autopsie? Moi, c'est ça que je trouve vraiment inacceptable de la part d'un procureur. Tu ne peux pas autoriser d'enterrer des cadavres dont on ne sait pas de quoi ils sont morts, puisqu'il ne dit pas de quoi ils sont morts. Il dit qu'ils sont morts dans les cellules. Et il ne dit pas de quoi. Tu ne sais pas de quoi les gens sont morts et tu autorises qu'on les enterre. Ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est une complicité directe avec ce qui s'est passé. Alors, maître, ici nous sommes dans une situation de garde à vue, des personnes placées en garde à vue. Si on suit très bien le communiqué du procureur, ces personnes ont été donc interpellées, mises en garde à vue, et puis on trouve 12 morts parmi, et puis ces personnes sont donc remises quelque part à leurs proches qui les enterrent, mais dans des conditions de... Certains corps commençaient à putréfier, certains corps, par exemple, pratiquement les corps étaient ensanglantés. Est-ce qu'il peut arriver qu'on étouffe en sortant du sang, comme ça? On étouffe ça. Bon, je ne suis pas médecin, hein. Donc sur ce plan, je ne suis pas très compétent. Mais pour ce qui concerne la garde à vue, il faut dire que les conditions de la garde à vue sont précises, encadrées. Il ne peut pas avoir de mort normalement dans le cadre d'une garde à vue. Puisque maintenant, avec la relecture du code de procédure pénale, le gardé à vue peut avoir accès à un médecin et à un avocat. Et toute violence est exclue dans le cadre de la garde à vue et de la procédure judiciaire. Nous ne sommes plus à une époque où il y avait la contrainte par corps, où vous pouvez vous frapper, faire, etc. Normalement, selon la loi, ça n'existe plus. Donc, c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, quand quelqu'un se présentait à un commissariat de police ou à une brigade de gendarmerie et qu'il présentait des signes de maladie, les gendarmes et les policiers refusaient de le recevoir. Ils lui disaient d'aller se faire soigner d'abord avant de revenir. Ceux qui l'amenaient là, ils lui disaient d'aller se faire soigner avant de revenir. Parce qu'ils ont subi des cas, n'est-ce pas, où il y a eu des morts et il y a eu des troubles sociaux ici. Vous l'appelez l'affaire Justin Zongo de Koudgou. Voilà. Donc, normalement, dans le cas de la garde à vue, il ne doit pas avoir de ce genre de choses. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Parce que si j'écoute Issaka Lengeni, il y aurait eu, par exemple, une sorte d'exécution extrajudiciaire. C'est possible, mais je pense qu'il y a une enquête qui doit déterminer cela. Pour cela, il y a les parents des victimes eux-mêmes, il y a les associations des droits de l'homme qui peuvent actionner la justice, suivre la procédure afin que justice soit faite. Cela dit, il faut se poser une question. Dans toute société, il doit y avoir un équilibre entre l'infraction et la répression. Quand il y a déséquilibre, il y a des troubles sociaux. Si vous vous rappelez ici, dans les années 70, on a commencé à lyncher les voleurs sous la misana. Donc avant, quand on les attrapait, on allait... Parce que les gens ont estimé que s'ils remettaient les voleurs au commissariat ou à la gendarmerie, on les reverrait dehors tout de suite et la répression qu'ils subiraient n'était pas équilibrée par rapport à l'infraction qu'on pouvait leur reprocher. Donc c'est pour ça que la loi pénale doit être aussi changeante que possible comme la loi électorale. Or ici, nous avons des législateurs qui sont amorphes, qui ne réfléchissent pas ou qui ne veulent pas se mettre à la hauteur de leurs tâches. Si vous vous rappelez, au Tchad, à un moment donné, il y a eu des cas de djihadistes et Idriss Déby a rétabli la peine de mort. Donc, s'il y a des exécutions extrajudiciaires, ça peut vouloir dire quoi? Que l'opinion estime que, par rapport au fait qu'on pourrait reprocher à ces gens et à la sanction qu'ils pourraient encourir, il n'y a pas équilibre. Non, donc les gens, permettez-moi de terminer. C'est les forces de l'ordre qui agissent. Permettez-moi de terminer. Les forces de l'ordre, ce sont des agents de la population comme tout le monde. Ils subissent les mêmes opinions, les mêmes influences que les autres. Donc, ça peut vouloir dire que l'opinion estime que l'équilibre n'est pas établi entre les infractions et la répression.
Et donc, éventuellement, ça doit interpeller les autorités et ça doit interpeller les législateurs pour qu'ils se posent les vraies questions et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre et restaurer la confiance. Alors, mais au niveau de la société. une question de justice, de procédure. Quand on arrête un criminel supposé, est-ce que là, par exemple, quand on regarde la déclaration du procureur, il parle de personnes suspectées du fait. Donc, il y a la présomption d'innocence qui est là. Oui. Est-ce que dans ces cas de situation, quelle que soit la hauteur, l'ampleur, la gravité de l'infraction, est-ce que cette personne peut être passée, par exemple, à l'arme ou tuée, etc. Comme Non, théoriquement, non. Quand je vous parle, n'est-ce pas, des voleurs qu'on lynchait sous le misère, c'était des gens suspectés aussi. Parce que tant qu'on ne t'a pas vu prendre, ou tant qu'on ne t'a pas vu exécuter, même si on t'a vu après l'exécution, c'est un suspect. Donc il faut maintenant établir les indices et établir les preuves. Même quand parfois on a la conviction que c'est lui, tant qu'on ne t'a pas pris la main dans le sac, tu es un suspecté. Même si on t'a pris la main dans le sac, tant que tu n'es pas passé devant la justice et que la justice t'a condamné, tu demeures un suspect. Et donc, chose-là, bénéficiaire de la présomption d'innocence. Parfait. C'est une situation assez, on va dire, assez complexe. Et ici, on a vu le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui a publié un communiqué dans lequel communiqué il s'interroge sur beaucoup de paramètres. Il y a par exemple le fait que les corps sont ensanglantés, imbibés de sang, en sachets dans des plastiques, mais il y a aussi le fait que des crânes, des têtes, il y avait des balles par exemple dans les têtes, donc qui suppose que ces personnes ont reçu des balles par exemple. C'est une déclaration. Quand j'entends ça, ça me fait peur pour mon pays, parce que ça voudrait dire que dans notre gendarmerie, nous avons des éléments qui peuvent interpeller des présumés terroristes et les garder à vue. Et pendant la garde à vue, on choisit 12 personnes qu'on liquide et on appelle le procureur pour qu'il vienne les garder. Et après... Non, attendez-moi, laissez-moi terminer. Parce que quand j'écoute ce que quand je lis le communiqué, c'est ça. Donc, le collectif a la preuve que ces détenus ont été liquidés. Et moi, j'ai dit que vraiment, si ça s'est passé comme ça, je perds mon pays. Heureusement, moi, je suis convaincu que ça ne s'est pas passé comme ça. Et le procureur a dit qu'il ouvre une enquête. Permettons que l'enquête qui est ouverte, c'est-à-dire il y a une enquête administrative, il y a une enquête judiciaire. Mais comment est-ce que... Donc, pour revenir rapidement là-dessus, autant tu dis ici que tu n'es pas convaincu que ce que les suspicions, par exemple, ou de collectifs ne sont pas fondées, autant tu affirmes aussi être convaincu que ce n'est pas le cas. Oui, justement. Avant, bien sûr, l'enquête du procureur. Exactement. Comment on peut Jusqu'à présent, on est au stade des convictions personnelles. C'est-à-dire que le collectif est convaincu que ces personnes ont été liquidées. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas convaincues. Mais il y a des témoignages quand même. Non, mais les témoins, jusqu'à présent, personne n'apporte la preuve que ces personnes ont été liquidées. Ce qui est connu, c'est qu'elles ont été gardées à vue à la brigade de Tawalbougou. Et c'est là. Et moi, je suppose que, enfin, ce qui, pour moi, peut être un élément, et ça c'est récurrent, c'est-à-dire que les conditions de garde à vue sont mauvaises. Et ça, c'est partout. Et je pense que ce que le gouvernement doit faire, c'est vraiment de moderniser les violons des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Parce que c'est un vrai problème. Et ce n'est pas la première fois que ça s'est passé. Je vais poser la question à Lengani qui a dit qu'il n'est pas, au maître qui a dit qu'il n'est pas médecin. Allons dans l'hypothèse qu'ils ont suffoqué. Est-ce que parce qu'on a vu aussi les images qui ont circulé, sauf si elles ont été manipulées, mais on doute fort que ce ne soient pas des images. Est-ce que des corps qui ont suffoqué dans une cellule pourraient être imbibés de sang, comme on l'a vu? Ouais. Comment ça pourrait arriver? Moi, je vais dire encore, comme maître, que je ne suis pas médecin. Mais j'ai dit, ce serait invraisemblable que des gendarmes liquident des présumés terroristes et appellent le procureur pour leur dire bon, venez, on a liquidé des gens. D'accord. Vraiment. Évariste Konsebo, il y a des témoignages. Par exemple, on a écouté sur une radio internationale, la VOA,
le maire de Mansilla, dont un des frères était parmi donc ces victimes-là, qui a estimé qu'effectivement, il y avait des doutes que ce soit pas suffocation et qu'il y avait véritablement des traces qui supposent que ce sont des exécutions qui ont été faites. Et puis en plus, le maire est formel. Il s'agit de 12 personnes sont d'une seule ethnie, notamment l'ethnie Peul. Non, j'ai effectivement suivi aussi sur la voie des zones le maire, vraiment qui était affligé dans son deuil et qui a quand même gardé son sang-froid et son calme, parce que c'est à la fin en fait de son intervention que j'ai retenu. Il invitait donc toutes les autorités burkinabées à trouver une solution donc à ce drame qui ne fait que perdurer. Mais durer, ce qu'il a décrit, c'est ce que au moins, on ne pourra pas dire que c'est une personne qu'on ne connaît pas. C'est quand même un officier d'état civil et tout. Il a décrit les mêmes éléments que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés ont repris. Hein. Je n'invente rien. Il a carrément dit, notamment le fait qu'il n'y a pas eu d'autopsie, le fait que les corps étaient emballés dans des sachets, les traces de sang, de balles, tout ça, il l'a dit. Et c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je suppose qu'il n'a pas, c'est pas une vue de l'esprit. Maintenant, moi je suis étonné, c'est pas une première. Souvenez-vous qu'il y a eu une année à peu près, je pense qu'on a eu aussi un drame qui avait coûté la vie à des gens. Là, cette fois-ci, c'était dans des conditions de garde à vue au niveau des commissariats, la brigade de lutte contre les stupéfiants, la brigade des mœurs. Moi-même, je suis allé parce que j'ai eu quelqu'un qui a été pris dans le lot comme ça. Et je suis sûr que la personne était morte, mais je suis même pas convaincu que c'est pourquoi on reprochait la personne, peut-être cette personne n'avait même pas trouvé sa place là-bas. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Par rapport donc, alors moi je suis étonné que certains pensent que toutes les personnes interpellées dans les postes de gendarmerie ou de police sont forcément des personnes qui forcément ont des problèmes et qui devraient y être. Non, moi-même personnellement, il y a des années, je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais rien à me reprocher. Tout simplement, vous pouvez vous retrouver dans une situation inconfortable parce qu'il y a des puissants économiques, les puissances de la justice ou les puissances, je ne sais pas d'où, politiques, qui coordonnent des actions et puis on vous retrouve. Vous passez un sale quart d'heure. D'où la présomption d'innocence. C'est possible. Principe. Alors, je donne un message à ceux-là qui pensent qu'on n'a rien à faire le dimanche, on vient ici pour s'amuser. Non. Quand vous avez été victime, parfois brimé, parfois aussi c'est le sens et la réponse républicaine à cela. Il faut dire non. Donc, je dis que ces bavures-là peuvent très bien avoir eu lieu dans n'importe qui, dans un poste de gendarmerie. Parce qu'il n'y a pas longtemps également, Lengani, il y a eu le cas de 31 décès morts, dont a fait cas Human Rights Watch il n'y a pas très longtemps, à Djibo, effectivement. Il revient un peu de façon récurrente que ces cas de mort ou d'exécution extrajudiciaire se font. Et puis à la suite, on ne voit pas les résultats d'enquête. Ici, par exemple, il est question d'enquête judiciaire. Il est ici question d'enquête judiciaire. L'enquête sera menée par encore la gendarmerie. Là où je trouve vraiment que c'est pas sérieux, c'est quand on me dit qu'il y aura une enquête qui a été confiée à une brigade de gendarmerie. Alors, on sait que les éléments qui sont mis en cause ici, c'est qui? Non, à moins qu'on refasse une autre commission où franchement, la composition même de cette commission donne déjà les résultats à l'avance. Lengani? Oui, moi, sur ce point-là, il faut dire que c'est de la grande rigolade. C'est-à-dire on se fout du peuple burkinabé. On ne peut pas, dans des conditions de ce genre-là, et je retourne sur la responsabilité de monsieur le procureur du Faso. Vous ne pouvez pas autoriser qu'on enterre des gens morts dans ces conditions suspectes-là sans faire une autopsie. Si vous le faites, mais si il est vrai que il n'y a pas de transparence. S'il est vrai que dans notre justice est organisée, mais le monsieur doit répondre. Ce n'est pas normal. Ensuite, je voudrais dire à M. Tambela que même si on vous met dans un violon climatisé et qu'on vient vous tirer une balle dans la tête, c'est la même chose que si vous étiez 40 dans le violon et on vient vous assassiner. Ensuite, est-ce que vous avez lu le communiqué du MPP? Je crois que le MPP a fait un communiqué. Dans la première partie, on a félicité le FDS pour les actions menées à Barsalou. Très bien. Et dans la deuxième partie, on a déploré ce qui s'est passé à Fada. Bien sûr. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont sceptiques, qu'il y a
même ceux qui ont le plus intérêt à cacher la vérité se démarquent de ce qui s'est fait. Alors, maître, je voudrais continuer pour dire que ce qui me plaît dans cette, si on peut dire comme ça, c'est que les organisations de défense des droits de l'homme, c'est-à-dire le CISC, a compris maintenant que face à la situation de déni de droits évident au Burkina Faso, il faut interpeller la communauté internationale. Effectivement, quand un procureur, pour les actes qui ont été posés, on ne peut plus faire confiance à la justice. Et là, il faut faire appel effectivement aux partenaires internationaux, il faut faire appel à la justice internationale pour qu'elle vienne dire la vérité. Au moins, tout le monde sait en ce moment que c'est un personnage, c'est un acteur qui est plus ou moins neutre, qui n'a pas de parti pris, alors qu'ici, au plan national, on se rend compte que des gens s'arrangent pour que les enquêtes non seulement n'aboutissent pas, et quand elles doivent aboutir à des non-lieux. Maître, Ouais. ici, par une question technique, pourquoi on peut imaginer que le procureur n'ait pas procédé à l'autopsie ou demander qu'il y ait de l'autopsie ou qui devait le faire? Non, moi je ne sais pas qui devait le faire. Parce qu'il faut dire que les familles des victimes pouvaient aussi demander à ce qu'il y ait autopsie. Toute personne intéressée dans une procédure peut le faire. Cela dit, n'est-ce pas, il faut dire qu'il y a une règle générale qui gouverne le parquet. En toute chose, le parquet a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui décide. Donc, s'il estime qu'il y a lieu de faire autopsie, il revenait maintenant aux parents de dire non, nous voulons qu'il y ait autopsie. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, en toute chose, le parquet a l'opportunité des poursuites et a l'opportunité du choix de la procédure. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, je vais terminer en disant une chose. Donc, quand Lengani dit que, voilà, même quand il y a des enquêtes, on sabote tout, il faut s'adresser aux partenaires internationaux. Mais je vais lui dire que pendant le règne, n'est-ce pas, de son ami Blaise Compaoré ici, le dossier de Thomas Sankara n'a jamais abouti. Mais les parents de Thomas Sankara ont déposé une demande en justice, une plainte en justice, juste avant la prescription, que le régime de Blaise Compaoré a sabordé. Mais néanmoins, la confiance du peuple a fait qu'on a chassé ce régime-là et le dossier a été rouvert. C'est pour dire que même sur le plan interne, quand on veut, quand on y croit, on peut faire aboutir les choses. C'est pour ça que j'ai proposé. C'est pour ça que j'ai proposé. J'ai dit ici, là, s'il y a doute, il revient aux parents de saisir la justice. Il revient aux associations de la société civile de saisir la justice. Et n'oubliez pas que le procureur lui-même est justiciable devant le Conseil supérieur de la magistrature qui a des règles bien établies. D'accord. Alors, parfait, Silga. Après, il faut que je dise deux petits mots sur Ahmed Tambela. Non, pas sur le dossier qui va passer longtemps. Le collectif, on pourrait revenir, le collectif a posé le débat, il a tout simplement interpellé les chancelleries, interpellé le ministre de la Défense à ce que ces actes-là cessent au niveau donc, de l'armée, de la gendarmerie, que cessent ici et maintenant tous les crimes contre l'humanité commis sur la communauté Peul de ce pays. Bon, vous voyez, j'ai déjà dit ce que je pense de cette organisation. Nous sommes sur un terrain très sensible. Parce que quand on écoute, c'est comme si c'est un génocide qui est en train d'être fait. Et je pèse le mot. C'est très grave qu'on puisse amener le débat sur ce terrain. Mais parfait, non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer sur ce sujet. On avance ensemble pour aller vite. Je suis désolé. Laissez-moi terminer. Les cas qui ont pu être répertoriés au Burkina ne concernent pas une même ethnie. Est-ce que un génocide, ça veut dire un crime qui est commis contre une ethnie, contre un groupe précis, social précis. C'est le cas. Et ça veut dire qu'il y a une politique. Non, je pèse le mot, c'est le cas. Vous n'avez aucune preuve pour le dire. C'est ça qui est le dommage. Est-ce que les faits? Non, attendez. Mais les faits sont là. Vous n'avez pas de faits, vous n'avez aucune preuve. L'Engadi, vous n'avez aucune preuve pour dire qu'ils ont été assassinés. Les 12 sont des Peuls. Oui ou non? Mais vous n'avez aucune preuve pour dire qu'ils ont été assassinés. Quelles sont vos preuves? À Yirgou, ce sont des Peuls, oui ou non? Non, les 12 là. Ce sont des Peuls. Non, je parle des 12. Parfait. Quelles sont vos preuves?
Vous n'avez pas de preuves. C'est-à-dire que pour vous êtes un journaliste. Si vous êtes un journaliste, vous ne devez pas affirmer les choses sans avoir des preuves. Aujourd'hui, le procureur dit, nous allons engager une enquête. Attendant qu'on engage, attendant d'avoir le résultat de l'enquête, on va dire. Mais vous, avant même que le procureur n'engage l'enquête, vous dites non. Son premier test même est faux. C'est grave. D'accord. Alors, dans quel pays nous allons évoluer si vous ne pouvez même pas faire confiance à la justice? Le problème qui fait qu'on doute sur la confiance par rapport donc à cette enquête-là, c'est que le procureur a dit que c'est confié à la brigade de recherche de la gendarmerie, je pense. Je ne sais pas si c'est de Fada ou bien de Ouaga. Mais on sait ici, en pareille circonstance, il aurait fallu que cette commission d'enquête-là soit confiée à une autre structure. Sinon, c'est déjà compliqué. Il ne faut pas être juge et parti. C'est très compliqué. C'est un. Et de deux, ce n'est pas la première fois. On a souvent plusieurs fois vu, dans des situations dramatiques comme ça, on ouvre des enquêtes, mais ça ne va jamais aller loin. Alors, on avait vu aussi à Ouagadougou, pour le cas des 11, je crois, qui étaient morts à la police, là, dans les locaux de la police. Là, également, c'était la police qui a conduit, oui, ça peut pas. Qui a conduit les enquêtes. Oui, Lengani, vraiment juste en une seconde. Oui, bon, je ne prends pas la peine de répondre à Maître. Il est ce qu'il est. Bon. Et on n'est pas au cabaret ici. On est à Presseco. Lengani Issaka, journaliste, n'est pas comptable du régime de Blaise Compaoré. Comme lui, il n'est pas comptable du régime de son idole, de son dieu, Thomas Sankara. Donc je ne vais jamais vouloir qu'il prenne responsabilité des actes de ce régime-là. Et je dis, pour conclure sur ce point-là, sans faire la polémique, qu'il faut qu'on grandisse. Ce n'est pas parce que hier, il y a eu des fautes que l'on se donne le droit de faire les mêmes fautes. On dit une faute, ça peut passer. Mais la répétition dans la faute, c'est la bêtise. Et Maître de Tambela est de ceux qui professent la bêtise. C'est-à-dire, comme Thomas Sankara, et c'est ce seul cas-là qu'il voit, comme Burkinabé, qui n'a pas eu droit à la justice, c'est-à-dire une mémoire très sélective, je lui en laisse l'entière responsabilité, pour revenir sur ce dossier pour dire, quand mon ami parfait dit qu'il n'y a pas, il ne faut pas utiliser le mot génocide. Mais vous voulez qu'on l'utilise à quel moment? Au moment où on va tuer des millions ou bien des centaines de peuls par jour, vous voulez qu'on utilise ce mot-là au moment où on va tuer des milliers de gens? Est-ce qu'il n'est pas mieux de commencer à sensibiliser les gens sur ces questions-là en leur disant attention, là où vous allez, ça va très loin. On ne peut pas choisir des gens sur la base de leur ethnie. Et puis, je vous dis, c'est cette affaire. Ce qu'il faut préciser, je vais ajouter que sur ce plateau, personne n'a dit, personne n'a confirmé un génocide. Nous avons juste lu un extrait d'une organisation, la déclaration d'une organisation qui n'engage que cette organisation. Oui. Et je ne crois pas que quelqu'un ait dit ici qu'il s'agit d'un génocide, mais il est établi que c'est une ethnie qui est concernée dans ce cas-ci et dans d'autres cas précédents. Et c'est dit, ils disent de façon répétée qu'il y a un groupe qui est ciblé. Oui, c'est vrai. Ces organisations sont des défenseurs. Ça veut dire qu'on est en train d'exterminer une ethnie au Burkina. Ce n'est pas vrai. Ces personnes qui sont arrêtées sur la base d'un certain nombre de faits. On dit que ce sont des présumés terroristes. Voilà. Il va terminer sur ce sujet. On ne dit pas que ce sont des... Merci Lengani. Si on s'en tient au communiqué du procureur, il disait que ces personnes faisaient partie de 25 personnes interpellées. Bon, maintenant, si les 12 sont décédés, mais quel est le sort qui est réservé au restant? Je pense les 13. Maintenant, il faudra donc qu'on ouvre l'œil pour que les 13 personnes... Les morts sont morts, on ne peut plus rien faire. D'accord. Merci, Lengani, merci. On avance au second sujet. Les appelants vont nous permettre de revenir sur le sujet là. Second sujet, donc, il s'agit du Covid-19. On peut dire aujourd'hui, au niveau des chiffres, qu'on a 796 cas confirmés au total, 644 guérisons, 51 décès et 101 cas actifs à ce jour. Alors, Évariste Concebo, quelle interprétation rapide des chiffres? On voit que ça baisse. On n'a que 101 cas actifs. Disons ceux qui sont encore sous traitement. Ben, ça baisse. Maintenant, quoi est-ce qu'on peut imputer donc cette baisse? Moi, je dirais à 80%.
peut-être aux facteurs naturels. Parce que nous souvenons quand même que cette semaine, il y a eu beaucoup de polémiques très, très, très graves et inquiétantes, notamment par rapport même à la fiabilité des tests. On a vu le cas de Madagascar où l'Institut Pasteur a dû s'excuser parce que sur un échantillon de, je pense, une 60aine de personnes déclarées positives, après contre-expertise, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait de positivité que 6 personnes. C'est un. Et de deux, nous avons vu des études scientifiques qui disent que en fait, le traitement phare qui est agité n'a pas tellement d'effet sur la maladie. Donc, finalement, si on s'en tient donc à ces éléments-là, peut-on dire que la régression de la maladie est due vraiment, je ne sais pas. Moi, en revanche, c'est vrai que là où moi je mets vraiment, j'ai foi, c'est peut-être, j'ai beaucoup plus foi dans la promotion des gestes barrières. Parce que je pense que c'est dans cela l'avenir, surtout pour des pays comme le Burkina. Il faut mettre vraiment l'accent et le paquet. Et je me réjouis donc que, effectivement, comme dès le départ nous avions dit ici, que l'organisation de prise en charge de cette maladie n'avait pas été très bien pensée. Maintenant que c'est les épidémiologistes qui s'en sont donc emparés, nous voyons déjà une démarche et une stratégie qui est vraiment très très bien et scientifiquement. Justement, Évariste, on a vu que le COURUS a annoncé dernièrement qu'il va donc intensifier le dépistage avec d'autres groupes, c'est-à-dire les diabétiques, les hypertendus, les agents de santé qui sont en première ligne, et que la recherche des personnes actives aussi va être encore plus accrue au même titre que la surveillance communautaire. Tout à fait. C'est un grand changement. Non, mais c'est le paradigme. Il y a même un changement. Et c'est ce si on avait dès le début confié donc la gestion de ces structures donc à ces spécialistes-là, les épidémiologistes-là, je suis sûr que dès le premier cas arrivé au Burkina, les mesures auraient été prises et on n'aurait même pas eu tout ce ramdam-là. Donc c'est bien, c'est que le gouvernement a quand même écouté, ils ont réagi, et je pense que nous sommes sur la bonne voie, et je suis sûr que ça ne peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Parfait. Ces différentes dispositions prises par l'équipe du docteur Brice Bikaba, qui est donc actuellement le coordonnateur par intérim. Je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que quand on regarde, la semaine dernière, on était autour de 100 tests par jour. Là, aujourd'hui, à la date du 15 mai, on est à 400 tests qui ont été faits. Le nombre de cas aussi baisse, notamment les cas communautaires. Il y a encore les cas importés qui ont un certain volume. Mais je crois aussi que le changement de paradigme, c'est aussi de dire que c'est le système de santé lui-même qui doit prendre les cas. Parce que évidemment, le discours se disait aujourd'hui qu'on va multiplier les centres de prise en charge. On parle de PC qui va être ouvert bientôt. Mais il est question aujourd'hui de donner les moyens aux centres de santé, même au niveau périphérique, de pouvoir prendre les cas qui vont être déclarés dans les différentes régions. Donc, il est question de renforcer les centres de prise en charge dans les régions. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. On ne peut pas continuer à dire on va prendre les cas à Tengango ou à la clinique Les Génés. Non, il faut qu'on puisse décentraliser la prise en charge des cas dans les différentes régions. Mais je pense aussi qu'il y a l'apport important des associations à base communautaire qui font un travail formidable sur le terrain. C'est-à-dire que c'est le système qui avait été utilisé dans le cadre de la lutte contre le sida qui est remis au goût du jour par rapport à la lutte contre le Covid-19. Et je pense que ça va permettre... Et ce système consiste à quoi? Non, c'est-à-dire que quand on regarde, il y a plusieurs pays qui étaient venus s'inspirer de l'implication des communautés dans la lutte contre le sida. Et aujourd'hui, c'est ce système qu'on est en train de remettre en marche. Ça dit que les associations à base communautaire qui sont au niveau périphérique, au niveau village, vont être impliquées dans la sensibilisation. Il y a aussi des volontaires, il y a aussi des jeunes qui sont impliqués, qui vont aller partout ailleurs. Et donc, ça, pour moi, ça va être un élément important dans la promotion des gestes barrières. Maître, oui, sur la maladie, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, il y a une évolution. Vous connaissez ma position. J'ai toujours dit qu'on exagère avec cette histoire de Covid-19-là. Parce que tout simplement, ça touchait, n'est-ce pas, les personnalités, etc. Cela dit, bon, il faut reconnaître qu'il y a des mesures qui ont été prises et qui commencent à porter leurs effets. Au début, il y avait un peu, n'est-ce pas, d'inquiétude, d'angoisse, parce que c'était au tout début. Et puis,
tout début, n'est-ce pas, est hésitant. Mais je pense que les autorités semblent avoir trouvé la bonne marque, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette pandémie-là. Cela dit, je trouve que maintenir le couvre-feu ne convient pas. On va y arriver. C'est d'ailleurs un des points qu'on va aborder. L'Engani, très rapidement sur les chiffres et puis les différentes mesures. Est-ce que là, par exemple, on a vu que la prise en charge des diabétiques et des hypertendus est en vue. C'est une très bonne chose. Les couches vulnérables, anticipées. Oui, c'est une très bonne chose. Hein, bon. Mais moi, là où je laisse sur ma faim, c'est sur certaines mesures, notamment, par exemple, quand on parle d'enquêter davantage sur les personnels soignants. Bon, moi, je me dis qu'au lieu de chercher à enquêter, il faut d'abord protéger. Je me dis qu'il faut mettre l'accent sur la protection du personnel en première ligne, avant de chercher à faire des analyses pour savoir qui est malade. Ouais. Bon, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas renforcer la surveillance à ce niveau. Et je sais ce que je dis parce que j'ai vu les gens à l'œuvre et selon eux-mêmes, les matériels que la plupart d'entre eux utilisent n'est pas adéquat. N'est pas adéquat avec ce type de virus. Donc il faut plutôt mettre l'accent sur la protection du personnel de santé et du personnel d'aide. Parce qu'il y a tous ceux qui sont autour là. Hein? Ceux qui donnent à manger, ceux qui font les poubelles, ceux qui font... Tout ça sont ils gravitent tous au milieu des milliards de virus qui sont là. Donc eux aussi doivent être protégés. Ensuite, j'ai eu une petite inquiétude sur la question du communautarisme qui va être utilisé. Bon, si c'est entendu... La communication à l'endroit donc, de communautés, c'est-à-dire à la base. Bon. Il faut faire très, très, très attention avec la manipulation de tels termes. Parce que, rapidement, on voit les communautés religieuses, on voit les communautés sociales. Bon, une sorte de division du pays, de la nation en de multiples entités. Bon, qu'on peut amener. Justement, c'est ça que je dis. Ce n'est pas ça. En fait, c'est dire qu'on organise la sensibilisation avec les associations à base communautaire qui vont aller sur le terrain pour sensibiliser les gens. Donc c'est... Merci. Pour une fois, je suis tout à fait 120% d'accord avec parfait. Mais oui. je dis, bon, il faut être très prudent. Ce n'est pas une communication communautariste, mais c'est une communication à base communautaire. Donc, qui engage la surveillance, prend tout le monde en compte. Ce sont les associations qui vont aller de porte en porte, qui vont faire des activités, mais la question, c'est de sensibiliser à la base. Il y a un sujet qui, quand même, devient un peu polémique, c'est pratiquement les mesures administratives, de restrictions, etc., sont pratiquement levées aujourd'hui. Il n'y a que le couvre-feu qui est là, et certains estiment, et ça se dit de façon, certains estiment que ça n'a plus de sens, il faut lever le couvre-feu. Mais il est aussi expliqué que dans la nuit, de façon nocturne, les frottements sont un peu plus importants entre les citoyens aussi également. Donc voilà la raison pour laquelle le couvre-feu... Non, mais il y a quand même une activité économique qui prospère très bien la nuit, les maquis et autres. Moi, à mon sens, j'avais cru comprendre que à l'origine, en fait, de la mise en place de ce couvre-feu, c'était pour notamment empêcher les gens de fréquenter les maquis. C'était aussi une communauté, hein, monsieur Legandi, donc ceux qui fréquentent les maquis. Effectivement, parce que comme on a connu de la concentration de ces gens, ça pouvait donc être des foyers de propagation. Mais à partir du moment où on a ouvert les marchés, notamment les marchés, tout le monde sait que les marchés, quand même, c'est très... Les marchés, c'est du jour, c'est voilà. pas la nuit. Non, je ne pense pas que le virus circule plus la nuit que le jour. Scientifiquement, ça n'a pas été démontré. Mais donc, à partir du moment où on a ouvert les marchés, moi, je ne vois pas, franchement, j'aimerais bien comprendre les tenants et les aboutissants. Mais seulement, je me dis que quand vous voyez quand même toutes les mesures qui ont été prises, ont été bravées, quasiment même, bon, je me dis que c'est ce qui reste encore d'autorité à l'État. Donc, vous les laissez quand même, ils vont... Qui fassent quand même semblant d'avoir encore leur autorité. Pour la question du couvre-feu, maître, légalement, bon, ça a été discuté par les juristes qui ont estimé que même le couvre-feu n'a pas une base légale. Mais dans tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce couvre-feu? Non, si c'est pour lutter contre la Covid-19, puisqu'il paraît qu'il faut utiliser la Covid, alors moi je pense que c'est inutile, c'est inopérant. C'est vrai que jusqu'à 21h, les maquis opèrent. Mais il faut reconnaître qu'ils ferment à 21h quand même. Hein. Moi, j'étais en province ce week-end-là, j'ai visité 2 chefs-lieux, mais à 21h, ils ont tous fermé. Hein. Donc, si c'est pour limiter, là, sur ce plan, c'est respecté.
Mais j'estime que pendant la journée, il y a les maquis, il y a les lieux de culte, etc., où les gens se fréquentent beaucoup plus, se côtoient davantage. Par exemple, les maquis que moi j'ai vus dans les provinces, là, il y avait le respect de la distanciation. Les chaises, etc., ils ont pris les précautions nécessaires pour que les gens ne se rapprochent pas. Et donc je trouve que maintenant, avec tout ce qu'on a vu, l'ouverture des marchés, surtout le Rwoko, l'ouverture, n'est-ce pas, des lieux de culte, etc., l'utilisation des transports en commun, parce que dans les transports en commun, les gens se rapprochent beaucoup plus que dans les maquis. Donc, je n'estime plus nécessaire de maintenir le couvre-feu là. Alors que généralement même, à partir de 21h, les gens de bonne famille sont déjà rentrés chez eux. Est-ce que vous voyez? Donc, j'estime que le maintien de ce couvre-feu là, maintenant, ça empêche inutilement le fonctionnement de certaines activités économiques sans bénéfice certain dans la lutte contre le courant. Mais certains estiment d'ailleurs que c'est une violation de la liberté d'aller et de venir parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de légal. Non, moi, je n'ai pas étudié la légalité de ça, parce que je n'avais pas le temps de voir ces petits détails-là. Mais là, sauf si maintenant ce dossier m'est soumis en tant qu'avocat, là, je vais me prononcer en conséquence. Lengani? Bon, moi, le couvre-feu, vraiment, j'ai pas d'opinion fixe là-dessus parce que, bon, sincèrement... À 21h, toi, tu rentres chez toi. Ouais, moi, je suis un bon père de famille, comme le dit mon voisin. Alors, parfait, alors. D'accord. Vous terminez avec parfait sur cette mesure, le couvre-feu. Je pense que ça reste à être expliqué parce qu'effectivement, au cours, on a vu même une fake news à ce propos et le SIG, le service d'information du gouvernement, était obligé de sortir un communiqué pour dire à la population que le couvre-feu est toujours en vigueur. Ça veut dire qu'effectivement, de plus en plus, on se pose la question sur l'utilité du couvre-feu. Donc, je pense qu'il est important que le gouvernement puisse communiquer pour dire voilà les raisons qui incitent à ce qu'on puisse maintenir le couvre-feu. Parce qu'il y va aussi de l'adhésion de la population. Je pense que c'est très important. Parce que est-ce que là, c'est l'autre question, vu que les ensembles des mesures ont été levées d'une manière ou d'une autre par la tyrannie, on va dire comme ça, du peuple, est-ce que là également, on ne craint pas que... parce que déjà dans certains quartiers périphériques, on a commencé à avoir des flottements. Jusqu'à 23h, il y en a qui circulent. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que d'ici là, le couvre-feu ne soit plus respecté? Voilà, justement, s'il y a le risque effectivement qu'il y a une fronde par rapport à cela, il faut qu'il y ait la communication pour dire aux gens, attendez, les spécialistes nous disent qu'il faut encore maintenir le couvre-feu parce que il y a un certain nombre d'avantages. Et je pense que cette communication va permettre aux gens de tenir encore quelques jours, le temps qu'effectivement cette mesure soit levée à un moment donné. Parce que je pense qu'on est forcément... Parce que les transporteurs, par exemple, qui circulent, les derniers cars Ouagabougou, Ouagadougou, c'était pratiquement à 22h, 22h30. Même 23h. Voilà, même 23h. Alors, est-ce que ça ne joue pas contre ces entreprises? Ce n'est pas seulement les transports. Il y a d'autres activités qui se mènent dans la nuit. Et donc, je pense qu'il y a un besoin d'explication. Il y a un besoin d'explication, il y a un besoin de pédagogie sur cette question. Et je pense que le gouvernement prend les décisions aussi en tenant compte des avis des médecins qui sont en première ligne, qui analysent, qui recoupent l'information et qui peuvent dire à un moment donné, c'est bon qu'on puisse alléger telle ou telle mesure, je pense. Regardez pour terminer. Oui, je crois qu'il faut faire, en tenant compte des avis des uns et des autres, je me dis que, est-ce que aussi le pouvoir n'utilise pas cette arme-là pour régler ses propres problèmes, qui n'ont rien à voir avec le Covid? Merci. Notre troisième sujet, un sujet suffisamment polémique, on l'a dit d'entrée. Il s'agit donc de on va dire comme ça, des quiproquos entre le ministre Rémi Danginou, porte-parole du gouvernement, et la Fédération des associations islamiques de Burkina. Le ministre a tenu des propos à la suite donc, du Conseil des ministres du 13 mai dernier. Il a donc tenu des propos qui ont été donc tout de suite, en tout cas condamnés par la fêtière des associations islamiques. Il s'en est suivi donc toute une polémique. Alors le ministre s'est donc rendu au niveau de la fédération pour présenter ses excuses. Parfait, Silga. Moi, je voulais dire, pour commencer, que, à mon sens, le débat est clos. Il y a eu des propos qui ont été interprétés. Le ministre de la Communication s'est rendu
au siège de la FAIB. Ils se sont expliqués. Et je pense que, pour moi, on n'a plus besoin d'évoquer ce point parce que pour moi, ils se sont entendus, ils se sont bien compris. Donc, vraiment, pour moi, le débat est clos. On n'a plus forcément besoin de revenir là-dessus à long et à large. D'accord. Même si le débat est clos, il est important aussi qu'il soit un débat d'intérêt, d'autant plus que ici, les propos du ministre ont suscité une réaction d'une composante religieuse. Ce sont des questions assez sensibles quand même. Est-ce que ça voudrait dire que les autorités ou tous ceux qui prennent la parole en public ont le devoir de contrôler, étant soit peu leur langage? Je ne voudrais pas aller plus loin parce que je pense que le ministre lui-même a dit que ce sont des questions sensibles. On en est certes dans un État laïque, mais quand vous regardez le poids des communautés religieuses, il y a effectivement l'intérêt que tout ce qui se dit en public, que tous les gestes, que tous les actes qu'on pose là soient encadrés. Et je pense que c'est dans ce sens, dans le sens de l'apaisement, que le ministre est parti s'expliquer avec la fédération. Je pense que tout est bien qui finit bien. En tout cas, je pense que, si je m'en tiens à ce que j'ai vu en fait passer, je pense que c'était un lapsus de la part du ministre. Parce qu'un pays comme le Burkina, quoique même, il est parfait dit que c'est vrai que c'est un État laïque, mais on dit que le Faso est la forme républicaine. C'est une forme républicaine. L'article 31, je pense, de notre Constitution. Alors, ceci étant, il y a des réalités. Notre pays, vous avez l'État, vous avez la chefferie traditionnelle, vous avez les communautés religieuses. C'est un peu la spécificité. Toutes ces composantes-là font partie donc du modèle. C'est un modèle. Donc, quand on est quand même à un certain niveau donc, de la gestion de l'État, alors on doit savoir, parce que je pense que les propos ont été interprétés de façon jugés intolérants ou un truc comme ça. C'est ce qui a été. Je pense qu'à un certain niveau donc de la fonction donc de l'État, on doit savoir en fait raison garder et effectivement ne pas tenir des propos qui pourraient être, qui pourraient donner lieu à des interprétations, à même de mettre à mal la cohésion sociale. Moi, je trouve, c'est mon point de vue. Alors, Lengani. Moi, je trouve que c'est une très... Les gens ont été moins tolérants avec le ministre, ou moins compréhensifs, d'autant plus qu'il est communicateur et ministre porte-parole du gouvernement, etc. Est-ce que ce sont des propos du ministre ou ce sont des propos du gouvernement? Certains estiment que ce sont des propos. Est-ce que cela aussi est juste? Oui, en fait, je pense que c'est le contexte même en lui-même qui fait que de tels propos ne sont pas acceptables. C'est le contexte en lui-même. Sinon, dans d'autres contextes, on aurait vite compris que le ministre a fourché, la langue du ministre a fourché. Mais en ce qui concerne ce cas précis, à mon avis, le ministre Danguinou a fait 3 erreurs. La première erreur, c'est de n'avoir pas recadré le journaliste. Lorsqu'un journaliste pose une question aussi tendancieuse, le ministre communicateur devrait l'appeler à ses responsabilités sociales et lui dire que votre question n'a pas lieu d'être. Elle est mal posée et je ne réponds pas. Ou vous la reformulez autrement. Donc, à ce niveau, d'abord, le ministre a fait une erreur. Il a accepté de répondre. Ensuite, sa réponse, justement, en s'appuyant sur la question, ne pouvait donner que ce que ça a donné. Je pense que c'est naturel. La troisième erreur, c'est au niveau de l'excuse. Quand le ministre va dire à la fédération que ses propos ont été sortis de leur contexte, je dis, moi je me sens blessé. Je me sens blessé parce que ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Et quelle que soit la situation, c'est lui qui a prononcé les mots. Et devant la colère qu'il a sentie, le plus humblement possible, c'était de dire pardon. Je m'excuse si mes propos ont pu prêter à confusion. Mais moi, ce que je dis, c'est ça que je dis. Au lieu de dire que non, ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit. Alors que tout le monde a entendu. Mais là, Lengani, le ministre, c'est pas la première fois que ça arrive souvent. Le ministre estime que ses propos ont été sortis de leur contexte, mais il ne dit pas qu'il n'a pas dit ces mots. Ses propos sont ses propos à lui, mais sortis de leur contexte. Voilà. Et c'est quel contexte? Mais le contexte, justement, le condamne. Parce que si vous reprenez l'ensemble, j'ai suivi un des journaux en ligne là, qui a repris
totalement l'intervention du ministre avec l'intention pour ce journal-là de disculper le ministre. Or, au contraire, il l'enfonce plus qu'il ne faut, puisqu'à 3 reprises, dans son intervention, le ministre revient sur la question des mosquées. Pourquoi? D'accord. Merci Lengani. Maître, oui. Avec vous, on va parler surtout des questions comme en son temps, on le disait, les tabous constitutionnels, comme on dit dans notre pays, les questions de religion, les questions d'ethnie, les questions d'autres natures sont des questions qu'on ne peut pas aborder, qu'on ne veut pas aborder ou qu'on a peur d'aborder. Est-ce qu'on peut construire une nation sans aborder certaines questions, par exemple de fond? Je ne crois pas qu'il y ait des tabous, hein, parce qu'une société qui entretient des tabous s'expose à l'explosion un jour ou l'autre. C'est comme une marmite avec de l'eau, avec un feu dessus, il y a le couvercle, mais un jour ou l'autre, si le feu continue, le couvercle va sauter. Donc il n'y a pas de tabou. Il doit y avoir des tabous dans une république. Il y a des tabous, par exemple, dans les théocraties, voilà, mais pas dans une république. Dans une république laïque, bon, par exemple, dans une république islamique, il y a des tabous aussi. Dans les théocraties, il y a des tabous. Mais dans une république laïque, il ne doit pas avoir de tabou. Parce que la Constitution est discutée librement et votée par tous. Donc ici, au Burkina Faso, que ce soit en matière de religion, que ce soit en matière d'ethnie, que ce soit en matière coutumière, que ce soit en matière de communauté, il ne doit y avoir aucun tabou. Tout doit se discuter librement pour que chacun comprenne la question et pour que chacun puisse prendre position ouvertement. Sinon, un jour ou l'autre, il y aura un éclatement. Et dans ça, maintenant, là, chacun a son rôle. Parce qu'il faut éviter, n'est-ce pas, d'attiser le feu ou bien d'attiser les haines. Moi, je sens venir, je vois par exemple dans certains groupes, certains milieux où il y a des haines qui s'attisent, tout. Et petit à petit, si ça continue, et si ces actes et ces propos-là trouvent un écho, un jour, ça peut arriver, n'est-ce pas, à un éclatement. Vous vous rappelez, à un moment donné, sous la Misana, il y avait ce qu'on appelait le mouvement autonome de l'Ouest. Voilà. Qui, à un moment, bon, moi, j'étais tout petit, hein, mais je me suis dit, mais ça c'est quoi, etc. Heureusement, la Misana n'y a apporté aucune contrainte, aucune chose, aucune attention, etc. Et le mouvement a fini par s'épuiser de lui-même. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer comme ils veulent. Et maintenant, en fonction de leur représentativité, s'ils ne pèsent pas, ils finiront par s'éclipser d'eux-mêmes. Mais sur ce plan, il faut que les journalistes, les communicateurs, tous les leaders d'opinion fassent très, très attention pour ne pas jeter de l'huile dans le feu. Parce que quand j'ai écouté les propos de Rémy Danginou, moi, je n'ai rien trouvé de répréhensible. C'est vrai que je suis naïf aussi. Voilà. Mais moi, je n'ai rien trouvé de répréhensible dans cela. C'est après que j'ai vu maintenant que les tollés s'élèvent, tout ça. J'ai dit non, il faut faire très attention. Parce qu'au Rwanda, ça a commencé un peu comme ça. Jusqu'à une radio 1000 collines qui a orienté ses émissions et on a eu ce qu'on a eu. Voilà. Donc, merci. On termine sur ce sujet. Le dernier sujet, donc, il s'agit de la question, on avait dit politique. Edi Komboïgo, président du CDP, donc désigné à l'issue des primaires, candidat, en tout cas, il n'est plus candidat à la candidature, mais candidat à la présidentielle désormais, en attendant bien sûr sous réserve de l'avis, on va dire comme ça, du président, du fondateur du parti, Issaka Lengani. Je peux dire. C'était avec pronostiqué Edi Komboïgo la semaine dernière ici. Oui, effectivement, et moi je l'ai dit de nuancer leur certitude que ce serait lui. Et je me rends compte qu'effectivement c'est lui qui a été choisi par le collège de désignation qui a été mis en place. Donc on peut dire que Edi Komboïgo a franchi le plus grand obstacle. Il reste maintenant celui d'être adoubé par le père fondateur du parti. Ce que cette primaire m'inspire, c'est d'abord une très bonne chose que dans un parti politique, on organise les compétitions entre les cadres pour occuper les différents postes ou prétendre aux différents postes. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais encore faudrait-il que cela se passe dans un environnement qui garantisse les droits de chaque militant et que chaque militant ait les mêmes chances pour postuler au même poste. Or, à ce qui concerne le CDP, malheureusement, ça c'est mon point de vue. Mais est-ce qu'il y a eu quand même des concurrents? Il avait en face de lui Yaya Zongorana. Oui, tout à fait. Voilà, qui a aussi été, donc, Mamadi Kwanda finalement a été disqualifié parce que son dossier Santi n'était pas complet. Mais au moins, il y avait un candidat en face.
Non, je dis qu'il faut que les candidats aient les mêmes chances, soit égalité de chances pour compétir. D'accord. Alors, est-ce que... Et quand... Je termine. C'est tout à fait normal que le président du parti, qui est candidat, va avec une longueur d'avance naturellement que les autres. D'accord. Et alors, c'est une réalité qui s'est vécue aussi. Est-ce que le CDP, certains avaient pensé que le CDP allait se déchirer? Et là, le président, donc, donc le candidat maintenant a lancé tout simplement un appel à la cohésion, au rassemblement. Est-ce que ça augure, en tout cas, une bonne dynamique pour le CDP, pour ces présidentielles à venir, pour cette présidentielle à venir? Oui, c'est... Bon, ou alors avec Mamadi Kwanda qui semble brouiller dans les brancards. De mon point de vue, cet appel-là, ça ne surprend que ceux qui veulent l'être. Sinon, c'est tout à fait normal qu'après avoir gagné, on appelle tout le monde à la cohésion, à l'unité, pour nous porter nous-mêmes au pouvoir. Ça, c'est les paroles. Mais il reste maintenant les actes. C'est vrai qu'il y a des actes qui ont commencé à être posés, mais j'attends de voir parce que les déchirures au sein du CDP sont beaucoup plus profondes que la question de la présidentielle. Je pense que, dans le fond, il y a des questions de valeurs qui sont posées dans ce parti-là, des valeurs qui sont en train de se renouveler et qui, pour certains militants, ne correspondent pas à l'idéal pour lequel ils se sont engagés dans ce parti. D'accord. Parfait, Silga. Je constate que l'ère du candidat naturel est révolue au CDP, parce que pendant un certain nombre d'années, on n'avait pas besoin de faire des primaires. Hein. On pourrait aussi dire qu'un candidat naturel en cache un autre, parce qu'il dit qu'on était le tout puissant président aussi du parti. Oui, mais vous savez qu'il n'y a jamais eu de primaire au CDP. En ce qui concerne Dans quel parti n'a-t-il eu le journaliste? Oui, mais je parle du CDP. Non, je parle. Dans quel parti y a-t-il eu? Je parle du CDP. On est en train de parler du CDP ici. Et j'ai dit, pendant longtemps, en tout cas jusqu'en 2014, il n'y a jamais eu de primaire. Donc quand il s'agissait d'élections présidentielles, on l'a vu en 98, en 2005, il n'y a jamais eu de primaire. On sait naturellement que c'était Blaise Compaoré. Maintenant, nous sommes à l'ère du CDP après Blaise Compaoré où, effectivement, malgré l'avantage naturel que Edi Komboigo a sur les autres, il y a quand même la primaire où chacun, en tout cas les deux candidats avaient la possibilité de défendre un programme et puis d'attendre effectivement d'être élu. Alors, mais pas. Certainement qu'il n'y aura pas de changement. Le président Compaoré, certainement qu'il va adouer, étant donné que ce sont les organes du parti qui ont fait cette désignation. Alors, la question, Mamadi Kwanda, qui lui estime qu'il a été injustement écarté de la course à cette primaire-là, et donc va saisir les juridictions, d'abord le président, le fondateur, et ensuite les juridictions nationales et internationales s'il le faut. Oui, vous savez que Mamadi Kwanda, lui, dans les brancards, vous savez, c'est le fondateur de l'Inter-CDR, et peut-être que Lengani peut en parler mieux que moi, mais tout ça me fait sourire, parce qu'en réalité, quand vous regardez comment Mamadi Kwanda agit, ce n'est pas étonnant. Pour moi, il n'a même pas voulu participer à la compétition. Parce que quand vous regardez tous les actes qu'il pose, c'est pour dire, en fait, à la fin, c'est pour faire la bagarre et puis dire, bon, voilà, on m'a exclu, j'avais des papiers, mais voilà, je n'ai pas pu les mettre. Et puis, bon, voilà. Maintenant, Mamadi Kwanda, comme on le connaît, il ne s'arrête pas. Il va voir tout ce qu'il dit, il va le faire, hein. Il va le faire, c'est-à-dire qu'il va voir le fondateur, il va voir toutes les institutions, en tout cas tous les recours possibles, il va les utiliser. Mais la réalité, est-ce que le CDP avait intérêt à avoir cet homme-là comme candidat? Moi, je me pose bien la question. Voilà. Évariste Conservo, il y a donc l'élection, le choix du candidat, il y a aussi la présidentielle qui vient. Le CDP ira à cette présidentielle avec toutes ses chances. D'abord, ce qu'il faut dire que le score, quand vous voyez le score cette fois-ci, c'est un score vraiment écrasant qu'il a eu par rapport donc le score donc de la candidature en fait à l'élection, par rapport donc à l'élection qui avait donc eu lieu pour la présidence du parti. On voyait que les écarts se tenaient dans un mouchoir avec M. Badini. Donc là, cette fois-ci, il a été vraiment adoubé avec une grande majorité. Bon, maintenant, c'est vrai, moi je pense, les gens disent que c'est une première, mais bon. Écoutez, que ce soit toutes les années, tant que M. Blaise Compaoré était président,
du parti, moi je ne pense pas que... naturellement, sa candidature était imposée. Tout comme au MPP, par exemple, on a des candidatures naturelles. Donc ça, c'est peut-être la qualité donc, du leadership qui détermine donc s'il y a primaire ou s'il n'y a pas primaire. Mais le cas Kouana, moi je n'y crois pas. Connaissant très bien M. Kouana, je pense que c'est un pétard mouillé. Je trouve que le score d'ailleurs, parce que quand il a été question de décider, si on acceptait malgré le fait qu'il n'avait pas déposé les dossiers qui puissent compétir, sur 156 votants, il n'a recueilli que 20 voix, je pense. Donc je trouve que c'est quand même un score lamentable pour quelqu'un qui prétend être un père fondateur donc, du parti. Donc je ne crois pas du tout. Mais en revanche, c'est vrai que l'avenir, c'est quand même très important parce que le CDP s'est recomposé et il peut jouer un rôle très très bien dans le cadre donc des contre-pouvoirs. Donc c'est un parti d'opposition qui travaille donc comme contre-pouvoir. C'est très important. Maintenant, c'est vrai, toutes les chances vont dépendre de l'aptitude de M. Edi Komwego donc à se réconcilier donc avec les caciques ou les anciens. Et c'est un travail, c'est là qu'il est attendu. Maître, oui. Alors, certains au départ avaient pensé que Edi Komwego avait un problème de légitimité parce qu'il serait de la nouvelle génération, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça c'est fini? Quand on regarde son score, quand même 133 sur un corps électoral des 150. Non, c'est tout à fait normal. Est-ce que la légitimité aujourd'hui, il a cette légitimité? Oui, il a cette légitimité. Donc, les primaires, c'était une règle de jeu que tout le monde a acceptée. Et donc, Edi Komwego a compétit et il a gagné dans les règles de l'art. Donc, si vous n'étiez pas d'accord avec les règles, il fallait les dénoncer et ne pas participer. Cela dit, il faut comprendre, Edi ne pouvait que faire ce score-là. Parce que tous ceux qui contestaient l'autorité d'Edi sont partis avec cadré Désiré Ouédraogo. On a parlé récemment lors de l'élection du président du parti. Il y avait la liste de Badini, il y avait la liste d'Edi Komwego. Mais tous ceux qui étaient de la liste de Badini, la plupart, se retrouvent chez cadré Désiré Ouédraogo. Donc, ceux qui sont restés sont nécessairement des partisans d'Edi Komwego, pour la plupart. Voilà, à quelques exceptions près. Cela dit, c'est tout à fait normal qu'il ait un tel score au sein d'un parti qu'il contrôle. Maintenant, pour revenir un peu aux primaires, il faut dire que les primaires, c'est une idée neuve dans le monde francophone. En France, en dehors du Parti socialiste qui connaissait des primaires, à droite, il n'y avait pas de primaires. Voilà. Ce n'est que récemment qu'à droite, avec Nicolas Sarkozy, on a commencé à organiser des primaires à droite. Et ça s'est répercuté aussi dans le monde en Afrique francophone. Donc, c'était l'ère des candidats naturels qui étaient le chef du parti. Donc, sur ce plan, au Burkina Faso, c'était la même règle qui s'appliquait. Il y a peut-être un fait majeur, ici très rapidement, il y a la Convention nationale pour le progrès, CNP, du député Daniel Saoudou. Donc immédiatement après, c'est ces primaires-là qui vient aussi de se lancer. Est-ce que l'esprit de cohésion, comme on dit, ou de rassemblement ne pourra pas marcher? Est-ce que le CDP, comme Évariste le disait, l'ancienne génération, ne va pas forcément adhérer? Je crois que le député Saoudou est toujours membre du CDP. Il n'est pas à la convention. Bon. Voulu attribuer c'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. Oui, c'est ce qui est dit, mais moi, je ne crois pas du tout. Je crois pas. C'est des possibilités. On connaît ce que c'est que le monde politique, mais en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, effectivement, la naissance de ce parti, est forcément une sorte de perte pour le CDP, parce que c'est des militants du CDP. Je ne dis pas que le député est membre de choses, mais en voyant certaines figures, en entendant parler de certaines personnes qui y sont, c'est une partie du CDP, effectivement, qui va de ce côté. Et là, je suis d'accord avec Maître Tambela pour dire que, effectivement, le score de Edi reflète la réalité aujourd'hui du CDP, qui est que la tendance qui soutenait plus ou moins Kadé Désiré Ouédraogo, et tous ceux qui ne se sentent pas en odeur de sainteté avec la gouvernance d'Edi Komwego ont baissé les bras. D'accord. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Zeba, qui appelle de Ouagadougou, sur l'affaire Rémi FAIB. M. Zeba? Oui. Bonjour. Oui, bonjour à tous les journalistes sur le plateau. Allez-y pour votre intervention. D'accord. Ici, je voulais d'abord féliciter vous, Lukman Saoudou, ainsi que l'imam Ismaël Tiendréo
pour les réactions données à cette déclaration et après la FAIB. Vous savez, souvent, il faut être très rapide et ponctuel pour répondre à certaines choses. Il ne faut pas laisser aller. On a vu des gens qui se disent non, nous sommes musulmans, mais ce que le ministre a dit n'a rien de grave. Nous, on ne parle pas de musulmans ici. Ici, on parle de propos très graves, dangereux. On ne peut pas insister. Le ministre l'a bien dit. Un journaliste qui a voulu défendre a parlé de la religion musulmane. Comment on peut se dire, tout un ministre sortir dire que s'il y a un seul cas dans les mosquées, et vous savez, ce qui a amené le ministre a dit ça. Vous vous rappelez très bien. Rappelez-vous que le mercredi minuit commençait la nuit des destins, communément appelée la nuit des destins. Est-ce que vous voyez? Et ce qui a provoqué tout ce truc-là, parce qu'il y avait le couvre-feu qui allait forcément empêcher les musulmans de se retrouver dans la nuit pour prier. Et on se permet de dire de tels trucs. Pourtant, on ouvre les maquis, les marchés, il y a tous les musulmans sont brandés. On ne voit pas de problème dans ça. Mais quand c'est les musulmans, on trouve que non, et s'il y a un seul cas, même tout en fuyant même leurs propres responsabilités. Quand ils ont amené des gens pour aller confiner, et que certains se sont retrouvés en fuite, qui est responsable de cela? Un gouvernant ou la population? À un certain moment, il ne faut pas fuir cette responsabilité et jeter une partie de la population en partie. Moi, je voulais humblement et respectueusement dire au ministre souvent de peser les mots avant de les faire sortir. Quelles qu'en soient les questions qu'on te pose, lui, il est quand même mature, il est communicateur. Il doit quand même savoir défier cette question. On ne vient pas ici dire que les propos sont sortis de leur contexte. Ça a été tenu, oui ou non. Et certains se permettent de dire non, que les gens exagèrent. Moi, je pense que la FSB, là, ce ne sont pas des illettrés qui sont là-bas. Ce sont des étudiants chevronnés, ce sont des cadres chevronnés. Il faut qu'on se respecte. Monsieur Zeba. Oui. La suite a été quand même une attitude élégante du ministre qui s'est excusé. Est-ce que, de ce point de vue, on ne peut pas comprendre que, bon, effectivement, il reconnaît que les propos n'étaient pas à propos, et vous me répétez, et que c'est sur ce point-là qu'il faut peut-être considérer l'incident clos. Mais bien avant ça, il fallait qu'on réagisse. Si on n'avait pas réagi, ça allait rester comme ça, et ça allait continuer après. Alors, je voulais aussi saluer le sens élevé du ministre et le féliciter pour cela aussi, si on veut vraiment continuer dans la paix. Merci, M. Zeba. Oui. L'essentiel, comme il a dit, le ministre a reconnu. C'est élégant de reconnaître. Je trouve que c'est bien. C'est comme je l'ai dit, parce que pour diriger un pays, c'est comme je l'ai dit, les composantes. Au Burkina, vous ne pouvez pas être. Parce que les politiques sont là pour les communautés, la société. Or, la société, on l'a dit, on peut décrire la société burkinabé. Donc, il y a quand même des égards qu'il faut faire. Il faut faire beaucoup attention. Une certaine diplomatie. Et surtout que quand on interprète, c'est très grave, quand on interprète vraiment ce qui a été dit, même si on l'a sorti du contexte, je pense que, l'incident peut être considéré comme clocon-part. Oui, moi je voudrais dire, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Les propos sont graves, ils sont graves. Et quand les propos sont graves, on s'excuse. Je pense que c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Et l'incident est clos. Parce que si on va dans les débats pour expliquer... Chercher pour justifier les sexes des anges, comme on dit ça va être très difficile. Parce que bon, un cas dans une mosquée, le gars de la mosquée, il a pris ça où? On demande au ministre. Bon, on a pris des mesures de port obligatoire de casque, de masque. Mais à Ouagadougou, qui porte le masque? Même les ministres n'en portent pas. Et qui est responsable? Bon, donc, il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Il y a eu des propos que des gens estiment les blessés. Je pense que l'autorité doit s'excuser et puis on passe. D'accord. On prend notre second téléspectateur, M. Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, qui revient sur la mort de 12 personnes à Fada. M. Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour M. Lukman. Bonjour, allez-y. Ok, merci. Bon, juste avant d'aborder mon point, je vais demander aux gens, à l'ensemble des téléspectateurs et même sur le plateau, de faire bas la terre pour cette question. Je pense que le débat est clos. Il ne faut pas qu'on revienne sur ça permanent pour pouvoir susciter en fait les mêmes débats et que ça va continuer bon, de façon indéfinie. Bon, je ne sais pas ce que ça peut nous amener. Ok, donc parenthèse fermée. Par rapport au décès de 12 personnes à la gendarmerie de Tamalbo, si je me trompe,
Bon, on a tout entendu, hein, on a tout entendu. Mais moi, ce que je vais dire, vous savez, on avait, je ne sais pas si c'est M. Sénégalais qui avait parlé, évoqué le cas de la présomption d'innocence, quand on prend des présumés coupables. Vous savez, de la même façon, on s'est dit que c'est des présumés terroristes là, parce que c'est ce qui a été dit par le procureur, c'est des présumés terroristes. Nous autres, en fait, quand nous, en tant que médecins, on attaque un terroriste, un présumé terroriste a été cerné, saisi, le procureur lambda s'empresse de voir la suite. Et la suite pour nous, c'est la liquidation. La suite pour nous, c'est la liquidation. Mais c'est vrai, le pays a ses règles. Il faut aller au procès. Et c'est le procès. Qu'un tel est non coupable. Quand le procès n'a pas eu lieu, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Je reviens au collectif. Voilà. Il a fait à dire que c'est des gendarmes. Bon, en fait, c'est vrai, l'affaire se déroule dans le commissariat. Et qui dit directement des conclusions. Comment je trouve ça dit? Et il a été ouvert. Non, c'est à l'enquête. Au résultat de l'enquête, c'est l'enquête qui va nous dire quelque chose. Maintenant, ce que je reproche encore plus, vous savez, sur notre CNV, on n'a jamais mentionné l'ethnie de quelqu'un. Donc, si un Burkinabé est accusé de terrorisme, c'est un Burkinabé. Ce n'est pas un Mossi, ce n'est pas un Bouaba, ce n'est pas un Teul, ce n'est pas un Gourmati. C'est ce que vous direz. Si il y a des actes qui ont été commis dans une ingénierie, alors, Monsieur Ouedraogo, avant tout d'abord, Monsieur Ouedraogo, juste pour une information, le collectif n'a pas affirmé, le collectif a posé des questions. Et d'autant plus que le collectif même a demandé une commission d'enquête spéciale. Ça voudrait dire que le collectif attend de voir encore, de confirmer toutes ces questions-là. Donc, ça ne veut pas dire que le collectif n'a pas affirmé que ce sont les gendarmes qui ont tué, etc. Ils ont posé des questions. C'est des questions qui nous disent de façon insidieuse que voilà, c'est tel résultat. Quand on nous dit que c'est 12 que, moi, ça m'a posé un problème. Parce que pour moi, un Burkinabé a été victime dans un commissariat. On mène une enquête, on situe les responsabilités. Et maintenant, celui qui en est responsable sera puni à hauteur de son forfait. Mais on n'a pas dit que oui, c'est des preuves. Mais moi, ça me pose problème. Au début, on avait dit que oui, c'est les Congolais ont commis des génocides. Et comme les Congolais sont des Moussis, c'est les Moussis qui ont commis des génocides. Aujourd'hui, c'est des gendarmes qui ont commis des génocides. Monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Ça me pose problème. Monsieur Ouedraogo. Pourquoi attention, parce qu'on marche sur des yeux. Moi, j'ai dit, vous savez, au nord, là, dans le Sahel, là, il y a quelques informations que nous n'avons, mais on ne passe pas ça sur des antennes. Nous, on ne se pose pas, il faut éviter que notre cohésion sociale prenne un coup, on se tait. D'accord. Merci, monsieur. On va pas donc aller plus loin. On va pas aller plus loin. Merci pour votre intervention. C'est un tabou l'identité ou... Non, maintenant il faut pas que ce soit un tabou. Voilà, c'est un tabou. C'est un tabou. Et il ne faut pas de dire que voilà un oui, mais c'est-à-dire non. Soyez sérieux. Un délinquant est un délinquant. Oui. Quelle que soit sa nationalité. Quelqu'un qui est bon aussi est un bon. Est-ce que vous avez vu? Mais on a souvent tendance maintenant à dire que c'est tel autre et à faire des précisions qui peuvent... On va prendre notre troisième téléspectateur, Touré Oumar. Monsieur Oumar appelle par rapport au Covid-19 qui nous fait changer de sujet. Monsieur Oumar. Bonjour tout le plateau. Bonjour monsieur. Eh bien, la dernière fois, vous m'avez retiré la parole, je n'étais pas content. Et la suggestion que je voulais faire dans ce sens, c'est que quand il y a 3 sujets qui sont traités définitivement avant que les auditeurs n'interviennent, eh bien, on peut répondre sur toutes les questions. Maintenant, quand vous imposez un sujet, il faut que ce soit des sujets traités l'un après l'autre avec l'intervention des auditeurs. Maintenant, je viens à la COVID-19, ou bien, je ne sais pas s'il faut dire le COVID-19. Et je voudrais également qu'à ce niveau, on arrête de dire la maladie est réelle, c'est une réalité, ce n'est pas de la fiction.
Mais il y a longtemps qu'on sait que ce n'est pas la fiction. Maintenant que l'on ne fasse pas confiance aux dirigeants qui ont fait de la rétention, de la manipulation, de la dissimulation, et après, ils font des gonflements de chiffres, eh bien, il y a de quoi douter de leur bonne foi. Donc, douter de la bonne foi de ceux qui sont en charge de la question, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la maladie. Maintenant, tout le monde a vu avec l'arrivée des Chinois comment rapidement la courbe a chuté. Comme si la maladie n'était pas réellement une maladie. Comme si on avait fait plus de panique. Il y avait plus de panique que de mal. Alors, moi, j'aimerais justement qu'on soit responsable de poser chaque fois les problèmes et d'y trouver des solutions. Un problème qui n'est pas posé, on ne peut pas trouver des solutions. Il faut arrêter de traiter les gens comme si c'était des moutons de Panurge, juste bons pour suivre. Et là, je dis encore par rapport aux mesures barrières, les cache-nez, les masques qui ont été promis à 300 francs, vous ne les trouvez nulle part. Il y a des masques de 100 francs ou de 150, alors que l'ABNORM est passé à la télé et qui nous a dit quelles sont les normes de qualité qu'il faut pour avoir les masques. Et ça n'existe nulle part. Ce qu'ils ont promis, on ne le voit nulle part. Quand vous partez en pharmacie, c'est 500 et 600 francs. J'ai interpellé plusieurs fois là-dessus. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse. Et jusqu'à présent, on continue à chercher, à attendre, il n'y a rien. Voilà ce que je voulais dire la dernière fois. Merci, monsieur Maintenant, Touré. si vous me permettez, par rapport au CDP, j'aimerais dire que le seul candidat ou la seule candidate qui puisse se présenter au Burkina après analyse objective de la situation, c'est Juliette Bonkongo. En dehors d'elle, tous les autres sont des comédiens. Monsieur Touré, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous appelez de Bobo, merci. On ne coupe pas. C'est que souvent, il y a aussi d'autres qui attendent. Donc, on est obligé souvent de limiter, surtout quand ça se répète. Si on se répète plusieurs fois, on est obligé de passer. Et puis ensuite, on ne peut pas aussi permettre qu'un seul appelant passe 3 questions en même temps. Ça va prendre du temps parce que chacun a envie d'appeler. Donc là, il y a beaucoup qui appellent qui n'arrivent pas. Donc on est obligé de faire comme ça pour faire participer le maximum de personnes. Oui, moi, je voudrais revenir sur le cas des 12. Là. Je crois que... On a le dernier. Allô? Monsieur Iboudo, oui. Vous voulez intervenir sur les 12 personnes mortes à Fada? Oui, vous savez que les terroristes ont ciblé les Mossis, les tuent les personnes en part pour la cohésion sociale. Vous savez, il y a quelque chose que nous devons les tenir. Le Burkina Faso, là, il est 1, il n'est pas 10. Si les gens ont des problèmes politiques, ils peuvent utiliser les moyens de la crise pour les régler. Il faut savoir que quand ça va chauffer, là, on ne va pas savoir qui était de l'autre bord et qui ne l'était pas. Il faut savoir que pendant très longtemps, il y a eu dans des marchés où on a séparé les Mossés et les autres ethnies, on a abattu les Mossés. Mais personne n'a dit. Parce qu'on veut tout simplement, ça veut dire maintenir la cohésion sociale. Il faut faire très attention sur cela. On a 63 ethnies officiellement dans ce pays. Imaginez s'il y a un problème ethnique actuellement, où on va rentrer. Les gens ne savent même pas où le Burkina est sorti pour être Burkina aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'après la division de 1932, ou c'est je ne sais plus quelle année, pour la reconstitution en 1947, il y a eu des accords qui ont été signés pour qu'on puisse reconstruire le Burkina. Beaucoup de personnes, chacun sur le plateau, ils parlent. Ça veut dire que quand on parle là, il faut, parce que quand on a atteint une certaine, je veux dire, une âge là, quand on parle, on doit tenir compte aussi qu'on a des enfants qui viennent demain et qui vont vivre dans ce même Burkina. On ne doit pas parler parce qu'il faut tout simplement, c'est la vérité, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Quand on a tué les Mosses, on peut commencer à redire sur ça pour qu'il y ait un sentiment anti-peuple qui va naître. Est-ce que ça va nous aboutir à quoi? Monsieur Iboudo, merci. Merci pour votre intervention. On est vraiment au terme de l'émission. Il ne restait qu'une minute. Malheureusement, on ne peut pas continuer. Juste pour dire simplement qu'ici, nous menons les débats sur la base des éléments qui sont fournis par les acteurs, sur la base de ce qui est traité par les médias. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a encore moins pas de stigmatisation particulière. Il y a aussi qu'il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas aussi faire de la négation des faits, il faut dire les faits tels quels. C'est ce qui nous permettra plutôt de trouver des solutions.
Merci à vous de nous avoir suivis. J'étais donc avec Maître. Il est aussi le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Parfait, Silga, il est journaliste, analyste. Merci, parfait d'être passé. Et puis juste à côté, Faustin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC. Merci d'être passé. Et puis, dernier invité, Isaka Lengani, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.